collègues, chères étudiantes, chers étudiants, mesdames, messieurs, le quotidien Le Monde en 2011 titrait « À l'université, les femmes se heurtent aussi à un plafond de verre » dans un article qui relatait les inégalités de sexe au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et nous y étions interrogés avec quelques-unes de mes collègues sur la sous-représentation des femmes à des postes de responsabilité dans les universités. Ainsi, l'une expliquait qu'elle avait dû attendre que ses enfants grandissent avant de pouvoir s'investir dans sa carrière de chercheur et d'accéder au grade de professeur. Une autre indiquait qu'il existe une différence fondamentale entre les hommes et les femmes dans l'investissement collectif, notamment en matière pédagogique. Et moi-même, je témoignais que l'accession au grade de professeur des universités praticiennes hospitalières n'avait jamais été réellement un de mes objectifs, mais qu'il est vrai que dans le milieu hospitalo-universitaire, les hommes ont une volonté plus forte, plus affichée, d'accéder à des postes de responsabilité. Dans ce même article, mon prédécesseur Vincent Berger indiquait que les femmes bénéficient moins de promotion et sont moins présentes à certains postes clés au sein de l'université, comme dans les comités de sélection, sans parler de leur place au sein des conseils centraux des universités. Il expliquait par ailleurs que le stéréotype du chercheur masculin influence les comités de sélection qui choisissent les professeurs. Ces observations sont aussi celles qui sont rapportées dans les études traitant de la place des femmes dans l'enseignement supérieur et la recherche, au niveau national ou au sein des universités ou des organismes. Les chiffres sont parlants et posent bien sûr le sujet des inégalités dans le monde académique. Les femmes représentent un tiers des enseignants-chercheurs, toutes disciplines confondues. Quand on examine ces chiffres au regard du grade et de la profession de la carrière, les hommes représentent presque la moitié des maîtres de conférences des universités et chargés de recherche, mais seulement un quart des professeurs d'université et directeurs de recherche. À ce phénomène dit du plafond de verre s'ajoute la ségrégation en fonction des disciplines, les femmes étant sous-représentées dans les disciplines sciences exactes et de l'ingénieur, alors qu'elles sont majoritairement représentées en LSH et en médecine. Mais malgré cette forte représentation, elles restent minoritaires lorsqu'il s'agit d'accéder au grade de professeur. Au-delà, il existe également, et de manière encore plus criante, une sous-représentation des femmes à des postes de responsabilité dans les instances dirigeantes des établissements d'enseignement supérieur, qu'il s'agisse des fonctions de vice-présidente ou de présidente. Moins de 10% des universités européennes sont dirigées par des femmes, 11% en France. Nous voyons clairement illustrer ici la déperdition des femmes lorsqu'on avance dans la hiérarchie et le caractère sexué des disciplines universitaires. Pourtant, ce que l'on constate ces 25 dernières années, c'est que le niveau de formation a fortement augmenté en France, en particulier celui des filles. En 2013, 58% des filles ont investi les bancs de l'université contre 43% dans les années 60. En 1984, seulement 19% des hommes et 20% des femmes entrées dans la vie active, depuis moins de 6 ans, possédaient un diplôme de l'enseignement supérieur. En 2008, elles étaient 51% contre 37% pour les hommes. Et donc ces chiffres qui sont donnés par l'INSEE montrent bien, effectivement, l'universitarisation des filles dans les dernières années. C'est une avancée, mais les stéréotypes véhiculés lors de la socialisation par la famille, l'école et les médias, notamment lorsque les parcours universitaires demeurent nettement différenciés. Et globalement, quand on regarde, on a 77% des étudiants en lettres et sciences humaines, alors qu'elles sont 30% dans les sciences fondamentales. On peut dire aux filles les lettres et aux garçons les sciences. C'est une question qu'on continue de se poser. Ce principe reste vrai et la sélection ne se fait pas seulement au moment de l'entrée dans l'enseignement supérieur. Les filles sont déjà minoritaires dans les filières scientifiques du lycée, même si elles progressent en nombre dans les prépas scientifiques et les écoles d'ingénieurs. Elles étaient 16% en 1985, elles sont seulement 28% en 2007 et restent qu'au rythme de 10 points tous les 20 ans, il faut encore un demi-siècle avant d'atteindre la parité dans les filières scientifiques et les écoles d'ingénieurs. Cette ségrégation, je dirais, disciplinaire se retrouve aussi à Paris Diderot, puisque 62% des étudiantes sont des filles, et en regardant de plus près, 78% d'entre elles sont dans les filières LSH,
alors que 44% sont dans les filières technologie et sciences. En fait, je pense qu'il y a 3 points à noter. Dire d'abord que cette socialisation différentielle entre les hommes et les femmes, qui conduit de facto à des attentes professionnelles et à des stratégies de carrière clairement différentes, s'observe très précocement dès le primaire, et qu'en fait c'est un défi sociétal que nous devons relever. L'école doit être un lieu déjà d'égalité entre les filles et les garçons. Ensuite, que beaucoup de femmes considèrent que la conciliation entre carrière professionnelle et vie privée est difficile et que cela ne peut se faire qu'aux dépens l'un de l'autre. Troisièmement, parce que les institutions et les universités elles-mêmes sont productrices de normes genrées à l'origine des discriminations. Et je parlais tout à l'heure des comités de sélection, mais effectivement, dans le domaine des sciences, les comités de sélection sont majoritairement, voire exclusivement, représentés par des hommes, ce qui conduit à une forte tentation de reproduction. Alors, est-ce que nous avons avancé depuis 2011 ? Législativement, du moins, on peut répondre oui. En 2012, avec la création d'un ministère des droits des femmes, les pouvoirs publics ont pris plusieurs initiatives en faveur de l'égalité femmes-hommes dans le monde académique, avec notamment la signature en 2013 d'une charte de l'égalité dans l'enseignement supérieur et la recherche, ce qui a conduit à un plan d'action égalité. Aujourd'hui, il nous faut assurer au sein du monde académique la mise en œuvre effective de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Je crois que profondément nous devons forcer la voie dans cette égalité entre les femmes et les hommes, et la voie législative est un outil puissant. L'accès à un plus grand nombre de femmes à l'enseignement supérieur et la recherche conduiront tôt ou tard à leur plus grande visibilité et représentation dans le monde scientifique. L'attribution en 2014 de la première médaille Fields, l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, à une femme, constitue un des modèles à suivre dans la discipline où les femmes sont très sous-représentées. Les prix scientifiques décernés par le ministère de l'Enseignement supérieur et la Recherche, notamment le prix Irène Joliot-Curie, ou les prix pour les femmes et la science de la Fondation L'Oréal, et bien d'autres encore, mais également les associations qui regroupent des femmes scientifiques ou de l'enseignement supérieur et de la recherche, œuvrent pour cette égalité. L'université est un lieu majeur où l'égalité entre les hommes et les femmes se joue. L'université est le lieu incontournable de l'innovation sociale, et tout particulièrement dans le domaine des droits des femmes, qu'il s'agisse de la recherche sur le genre, qui nous permettent de mieux comprendre les mécanismes des inégalités et de leur reproduction, ou de la formation des étudiants et des étudiantes. Et notre action s'adresse aux étudiants et aux étudiantes, femmes et hommes que nous formons, et dont nous avons la responsabilité. Et l'Université Paris Diderot a cette volonté infaillible d'action. Je rappelle ici que l'Université Paris Diderot a été une des universités pionnières dans les études scientifiques sur le genre. En effet, Michèle Perrault, qui est une historienne, professeure à Paris Diderot, bien avant l'institutionnalisation des études sur le genre en France en 1973, a émis le souhait de créer un cours intitulé « Les femmes ont-elles une histoire ?» L'Université Paris Diderot a soutenu et a permis la mise en place de cet enseignement. Et en 1985, l'université va plus loin en devenant une des 3 premières universités françaises à créer un poste de maître de conférence en études féministes. Puis en 2001, c'est un poste de professeur genre et société qui a vu le jour. Depuis, les postes d'enseignants-chercheurs fléchés genre se sont multipliés à Paris Diderot et on en dénombre une quinzaine qui travaillent sur le genre dans les différentes disciplines comme la sociologie, l'histoire, la géographie, les arts et lettres et le cinéma, les études psychanalytiques, les études interculturelles en langue appliquée. L'existence de ces postes a permis la mise en place d'enseignements et de diplômes sur le genre, la mise en place notamment d'un master genre et développement en sociologie. Dans la continuité de cette tradition, l'Université Paris Diderot est la première et seule université française à avoir créé un service dédié à l'égalité femmes-hommes, le pôle égalité femmes-hommes. Aujourd'hui, cette question est partagée et portée par la communauté d'universités Sorbonne-Paris-Cité. Ce colloque est une action du projet européen Trigger, proposé par le pôle de Paris Diderot et qui s'inscrit avant tout dans le cadre des évolutions récentes de l'enseignement supérieur et plus particulièrement la mise en place des chargés de mission égalité femmes-hommes dans les institutions et la création de communautés d'universités d'autre part. Ce projet est le fruit d'une coopération entre les chargés de mission des différents établissements au sein de Sorbonne-Paris-Cité, le réseau Égalité Université Sorbonne-Paris-Cité.
Et je voudrais juste citer cette petite phrase de Margaret Mead. « Ne doutez jamais qu'un petit nombre de citoyens volontaires et réfléchis peut changer le monde. En fait, cela se passe ainsi toujours. » Je remercie donc les chargés de mission égalité des différents établissements de Sorbonne Paris-Cité et je salue leur engagement. Je ne les citerai pas tous parce qu'on risque toujours d'oublier quelqu'un, mais je voudrais effectivement les féliciter pour avoir monté ce colloque dans le cadre de l'action Trigger et je vous souhaite un excellent colloque et une très bonne journée. Voilà, merci beaucoup. Donc c'est à mon tour d'intervenir en tant que président de l'université Sorbonne Paris-Cité. Je vais commencer par un souvenir personnel. Il se trouve, et c'était plutôt rare dans ma génération, que j'ai suivi toute ma scolarité depuis l'école maternelle dans un système mixte. Et donc j'ai pris l'habitude, maternelle, primaire, etc., d'avoir un endroit où il y avait à la fois des filles et des garçons. Il se trouve aussi que j'ai fait des études scientifiques, des mathématiques. Et donc, il s'est passé ce que vous savez toutes et tous, c'est-à-dire au fur et à mesure que j'allais plus loin dans ma scolarité, le nombre de filles dans les classes baissait, jusqu'à, dans une des classes préparatoires que j'ai fréquentées, arriver au chiffre de 0. C'était extrêmement net et extrêmement simple. Néanmoins, j'ai retenu une idée dont je pense qu'elle est essentiellement vraie et en partie fausse, je vais m'expliquer là-dessus, qui était que le temps passant, la place des femmes dans la société allait nécessairement croissant et que l'égalité femmes-hommes progressait de façon naturelle dans notre société, en France. C'est en partie vrai quand on regarde, et les chiffres qu'a rappelé Christine le montrent, quand on regarde l'enseignement supérieur, si on se focalise sur ce point, la dynamique qu'on appelle de massification ou démocratisation de l'enseignement supérieur, l'accès de plus en plus d'étudiants vers l'enseignement supérieur dans les pays développés, c'est largement fait au bénéfice des jeunes femmes. Dans des pourcentages qui, juste dans les années 50, où on voyait 20% d'étudiantes, 80% d'étudiants, on est passé en France, la bascule s'est faite vers 84, je crois, où on a plus d'étudiantes que d'étudiants. Et donc les étudiantes ont massivement profité de l'augmentation elle-même massive de l'enseignement supérieur en France. Donc ça a beaucoup de raisons de nous rendre optimistes, et c'est pour ça que je disais qu'il y avait quelque chose qui essentiellement était vrai. Mais en même temps, quand on regarde de façon plus fine, discipline par discipline, et quand on tient compte à la fois de la hiérarchie des disciplines, de la hiérarchie des établissements, de la hiérarchie des diplômes, de toutes ces hiérarchies-là, on ne peut pas être aussi optimiste. Et la place des femmes dans les études les plus réputées, dans les études qui sont supposées avoir le plus de débouchés, dans les études qui donnent des positions les plus enviables, cette place, certes, a progressé, puisque cette progression du nombre de femmes a joué, mais a progressé dans des proportions infiniment plus faibles. Et n'a pas toujours progressé. Ça, c'est le point qui, pour moi, est un des points les plus troublants. Si je prends une discipline jeune, plutôt jeune, enfin elle est de moins en moins évidemment, autour de l'informatique, les techniques informatiques, etc., on a une histoire particulière de cette discipline qui n'est pas une discipline qui devait arriver encombrée de stéréotypes et de préjugés. On n'était pas sur la mécanique, mettons, où on peut s'habituer à l'idée qu'en mécanique, on a une tradition d'objets lourds, encombrants, de cambouis, etc. C'est une idée totalement fausse de la mécanique d'aujourd'hui, mais on peut se dire par facilité que ça explique pourquoi aussi peu de femmes font de la mécanique. C'est un peu plus difficile d'expliquer pourquoi aussi peu de femmes font des mathématiques, où les objets n'ont jamais été lourds, encombrants et pleins de cambouis. Mais pour l'informatique, on peut se dire, voilà une discipline neuve qui surgit bien entendu de différents endroits, dont les mathématiques, mais pas seulement. Et dans cette discipline neuve, les femmes vont trouver leur place. C'est ce qu'on observe au début, c'est-à-dire, oui, au début, les femmes sont relativement nombreuses, pas majoritaires, mais relativement nombreuses en informatique. Et puis ensuite, quand l'informatique se développe, quand elle devient de plus en plus installée dans le monde académique, les femmes sont en baisse. Et elles sont en baisse, pas dans un dispositif, évidemment, d'éviction due à un complot ou due à quoi que ce soit. Elles sont en baisse parce que de moins en moins de jeunes femmes viennent vers des études d'informatique. Il y a quelque chose d'extrêmement diffus qui se joue dans les filières même. Les candidates sont peu nombreuses et l'explication par la dureté ou la sévérité des jurys ne suffit pas. Il y a beaucoup d'endroits où effectivement les jurys sont plutôt plus favorables que le nombre de candidates qu'on peut voir. Donc il y a quelque chose d'assez
qui me rend pessimiste, en tout cas qui mérite analyse et qui montre que les choses, de toute façon, si elles évoluent, n'évolueront jamais aussi simplement et aussi naturellement emportées par l'air du temps. L'air du temps ne suffit pas à ce que les choses bougent, il faut beaucoup plus d'action. Christine a rappelé les actions qui ont été menées à la fois par un certain nombre d'universités, par les pouvoirs publics, sur un sujet qui est un sujet important, bien entendu, qui est la place des femmes dans les postes de responsabilité. Là, il y a des actions très volontaristes, qui avaient commencé d'ailleurs dans le champ politique, puisqu'il a fallu après avoir observé pendant des décennies que les femmes étaient très peu nombreuses parmi les députés, les sénateurs, les maires, etc., aboutir à une loi qui n'a qu'une quinzaine d'années, qui impose sous des formes variables la parité, ou presque la parité, ou qui tente d'imposer la parité dans les instances délibérantes du monde politique. Et puis, de façon plus récente, des lois ou des réglementations analogues jouent pour les conseils des établissements, par exemple maintenant dans les conseils d'administration des universités. Il y a des obligations de parité pour les élections et pour les candidatures. C'est à la fois une bonne chose, c'est en même temps un constat là aussi un peu déprimant qu'on doive passer par la loi pour quelque chose d'aussi naturel. Mais c'est certainement quelque chose qui aura à moyen terme des effets positifs entraînant des femmes dans des positions à la fois délibérantes et exécutives plus nombreuses. Donc là-dessus, je pense que le chemin pris est un chemin intéressant. Bien entendu, et Christine l'a rappelé, au fur et à mesure qu'on monte dans les derniers étages des responsabilités, et en particulier, on sait que les présidents d'université, les présidents de communes, c'est pas très différent. Les femmes sont très peu nombreuses, bien entendu. Là, on est plus difficilement dans un système où on doit avoir systématiquement une coprésidence homme-femme et ce dernier étage. C'est significatif, c'est symbolique, c'est préoccupant. Mais encore une fois, je pense que le sujet pour moi le plus préoccupant est ce sujet de répartition différentielle entre disciplines, entre secteurs, où des causes puissantes sont en jeu. Ces causes, pour certaines d'entre elles, sont anthropologiques et on ne change pas comme ça l'anthropologie en disant qu'il faut le faire. Donc c'est beaucoup plus difficile. Mais ça reste pour moi un élément sur lequel des actions militantes et volontaristes sont absolument nécessaires. Je termine par 2 points. Le premier, c'est une anecdote. J'ai participé au sein d'une des universités qu'on regroupe, en l'occurrence l'Université Paris-Descartes, à la remise de diplômes pour les étudiants et étudiantes de l'Institut de psychologie. Et presque en même temps, je participais à quelque chose, ce n'était pas une remise de diplôme, mais une cérémonie aussi, dans des étudiants de mathématiques. Je veux dire, il suffit d'être devant les 2 publics pour voir de façon absolument frappante une différence totale et considérable. C'est physiquement frappant et je ne vois rien qui, au fond des choses, justifie que les femmes soient à ce point-là nécessaires dans la pratique de la psychologie et que les hommes soient à ce point-là indispensables pour les mathématiques. Et je pense aussi que ça crée des ambiances de travail et des façons de faire qui sont inquiétantes aussi pour d'autres raisons sur l'avenir. Le dernier point, c'est que, comme l'a rappelé aussi Christine, à partir d'une action qui partait en bonne partie de l'Université Paris Diderot, mais aussi d'autres établissements, Sciences Po a beaucoup travaillé sur ce sujet, Paris 13, je ne vais pas tous les citer, les différents établissements, les 8 initiaux que forment Paris Cité, je vais quand même les citer tous, l'Université Sorbonne Nouvelle, Paris 3, l'Université Paris Descartes, Paris 5, l'Université Paris Diderot, qui nous accueille ici, l'Université Paris 13, mais aussi 4 écoles, Sciences Po, l'Institut de physique du Globe, l'École des hautes études en santé publique et l'INALCO, et puis maintenant 5 organismes de recherche, parmi lesquels je cite en particulier le CNRS, puisqu'il est très actif aussi sur ces sujets. Donc tous ces établissements ont décidé, c'était avant que je n'arrive, donc j'en rends grâce à mes prédécesseurs, de mettre en place une coordination, une forme de mutualisation des activités qui se menaient dans chacun d'entre eux, pas dans tous, mais dans presque tous, autour des questions d'égalité hommes-femmes, d'où la création du réseau égalité femmes-hommes
qui est à l'origine de ce colloque. Un colloque original dont je sais qu'il a provoqué des complications à la fois nécessaires et utiles pour les organisateurs et organisatrices, un peu plus d'organisatrices que d'organisateurs, puisqu'il se déroule dans 4 lieux, les 4 universités que je viens de citer, donc aujourd'hui à Paris Diderot. Voilà, donc je remercie moi aussi à la fois toutes les personnes qui ont travaillé à l'organisation de ce colloque, aussi bien dans le réseau que dans l'équipe de Sorbonne Paris Cité. Je remercie bien entendu aussi les intervenants de France et d'ailleurs qui viennent sur ces sujets. Et je suis à la fois réjoui et certain, et en même temps, voilà, un peu, non pas déprimé, mais un peu mécontent de me dire que probablement dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, nous aurons encore besoin de colloques de ce type. Voilà.